Salut! Dans ce tuto, nous allons aborder un aspect essentiel de nos MPC, les pistes audio. À la fin de cette vidéo, vous saurez tout sur l'utilisation des pistes audio au sein de nos chères machines. Jusqu'ici, nous avons essentiellement utilisé les différents programmes disponibles en piste MIDI, mais la MPC embarque aussi des pistes audio que j'utilise énormément. Les pistes audio, ou audio track dans le jargon de la bête, peuvent être utilisées comme un enregistreur multipiste traditionnel ou comme les pistes audio d'une STAN comme Ableton Live ou Cubase par exemple. Elles permettent d'enregistrer la prestation d'un musicien ou d'un chanteur comme dans ma vidéo « Ma méthode pour enregistrer la voix dans la MPC » dont vous trouverez le lien en description. Elles permettent aussi de convertir en audio une piste MIDI pour y appliquer toutes sortes d'opérations, slicing, découpe en tranches, normalisation ou tout ce que l'on pourra imaginer. Ainsi, comme j'aime l'évoquer, la différence entre MIDI et audio peut être interprétée comme suit. Une piste audio est comme la photographie d'une scène et les pistes MIDI sont tous les éléments qui permettent de composer ou recomposer cette scène. Décors, accessoires, sujets. Il faut noter que les pistes audio sont toujours présentes et visibles à travers les différentes séquences, même si elles sont vides, à la différence des pistes MIDI qui peuvent être différentes d'une séquence à l'autre. Les MPC hardware peuvent contenir jusqu'à 8 pistes par projet. Le software MPC peut en contenir 128. C'est le seul type de piste qui ne fait appel à aucun programme, à la différence des pistes MIDI, la piste audio en tant que conteneur est en soi un programme. Après ces considérations, rentrons dans le vif du sujet. Tout d'abord, rendez-vous en écran Main. En bas de l'écran, on trouve plusieurs onglets dont le second appelé Audio. En le touchant, on bascule vers les pistes audio, comme vous vous en doutez. L'onglet Grid, qui siège habituellement à gauche de l'écran, est remplacé ici par l'icône Audio Track. Comme pour les autres types de pistes, la bande verticale ici nous ouvre la tranche de la piste où l'on retrouve le fader, le panoramique, les emplacements pour les effets en insertion, les entrées, les sorties, le solo, le mute et les options d'automation. Refermons cet onglet pour plus de confort. La première section de l'écran reste, elle, inchangée. Nous avons vu cela plusieurs fois déjà dans les vidéos précédentes, donc je n'y reviens pas. La seconde section, au centre, nous expose le nom de la piste, à ne pas confondre avec le nom du fichier audio. L'icône plus à gauche permet d'ajouter une piste audio à notre séquence. Le bouton circulaire nous permet d'armer la piste pour l'enregistrement, comme nous le verrons plus en avant. Juste dessous, nous trouvons les options de monitoring. À droite, nous retrouvons les traditionnels boutons pour renommer notre piste. Et aussi pour ouvrir les options, comme nous le verrons. Enfin, la section du bas est sans doute celle où nous passerons le plus de temps, et notamment le second bouton Edit Audio, puisque celui-ci ouvre la piste audio à proprement parler. Le premier bouton nous permet de faire les réglages d'entrée du flux que nous enregistrerons, le cas échéant, et il ouvre lui aussi la tranche de notre piste. Nous allons maintenant faire notre premier enregistrement audio via un synthé externe. Pour l'exercice, je vais utiliser mon Minifreak d'Arturia. Tout d'abord, rendons-nous à l'arrière de la MPC et connectons les câbles reliés à la sortie droite et gauche de notre machine source, le Minifreak ici, aux entrées 1 et 2. Juste à côté, on trouvera un petit rotatif qui nous permet de régler le volume entrant dans la MPC. Retour en écran principal, on vient toucher soit l'œil, soit Input Config, ce qui ouvre donc la tranche de la piste. Tout en haut, on vient double toucher le champ Input pour y sélectionner les deux entrées où l'on a connecté notre Minifreak. Ensuite, on touche le bouton Monitor, ici, qui cycle entre Off, On et Auto. Alors avec On, l'audio reçu en entrée est audible. Avec Off, il ne l'est plus. Et enfin, avec Auto, il ne le sera que si l'on arme la piste, ce qui offre de pouvoir permuter entre le contenu de la piste et le flux en entrée. On s'assure qu'aucune automation ne sera ni jouée ni lue en venant enfoncer Shift plus l'icône automation, celle-ci vire au gris. Pour notre exercice, il est nécessaire d'armer l'enregistrement via le bouton iDouane, soit dans la tranche, soit sur l'écran principal, c'est le même bouton.
Je vais faire jouer une séquence du Minifreak et l'on va voir qu'effectivement l'audio est maintenant audible. Avant de lancer l'enregistrement, il est primordial, et j'insiste sur ce point, de venir régler le volume à enregistrer afin d'obtenir un volume optimal. En effet, si le signal est trop faible, il y a un grand risque de récupérer du bruit de fond, ronflettes, souffles et autres. A l'opposé, s'il est trop chaud, le signal va clipper et le résultat sera inutilisable. Pour régler le volume à enregistrer, on utilise donc le petit rotatif à l'arrière de la MPC. Voilà, comme ceci je pense qu'on est bien. Maintenant nous sommes prêts à enregistrer. Si nous souhaitons enregistrer en rythme, il est nécessaire que les deux machines jouent en symbiose. Pour ma part, j'ai configuré l'ensemble pour que la MPC soit maître de la chaîne MIDI. Ainsi, elle envoie un signal d'horloge et de transport au Freak pour que celui-ci démarre et joue sa partie en même temps et au même tempo que celui de notre projet. Ainsi, il sera beaucoup plus aisé de synchroniser notre enregistrement avec les autres séquences de la MPC. Pour ma part, j'aime bien voir l'audio qui s'enregistre au fur et à mesure, alors pour ceci, je viens toucher Audio Edit, ce qui ouvre le conteneur. Normalement, si nous enfonçons Record plus lecture, nous devrions observer le flux qui s'enregistre dans le conteneur audio. Comme on le voit, l'enregistrement prend fin automatiquement à la fin de la séquence. Il est donc important d'avoir réglé la longueur de la séquence en conséquence. En touchant la forme d'onde, on l'active pour l'édition. Les outils pour l'édition sont regroupés en haut à droite sur la bande rouge, ici. De gauche à droite, on a l'outil de sélection de zone, l'outil de sélection d'objets, l'outil crayon, l'outil gomme, l'outil ciseau et l'outil de mise en sourdine et enfin l'outil magnifieur. Voyons l'utilisation de ces différents outils. Pour sélectionner une zone dans l'écran, il convient d'utiliser cet outil. Pour raccourcir ou allonger une région, on utilise l'outil sélection d'objets et l'on fait glisser le bord de la région. On peut sélectionner plusieurs fichiers en dessinant la zone qui nous intéresse avec ce même outil. L'outil crayon ne s'applique que sur le champ automation et permet donc de dessiner une automation. Nous verrons donc les automations dans une vidéo dédiée. Avec l'outil gomme, on supprime une ou plusieurs régions. Comme pour l'outil précédent, on peut dessiner la zone à traiter. Si l'on souhaite découper notre fichier, il convient alors d'utiliser l'outil ciseau. Si l'on veut être précis dans notre découpe, il sera nécessaire de placer la tête de lecture à l'endroit désiré. Pour rendre une région silencieuse, il convient d'utiliser l'outil Mute. Enfin, pour avoir un point de vue précis, l'on pourra se servir de l'outil Loop. Il permet aussi de se déplacer dans le conteneur. On a accès à des outils supplémentaires via l'icône roue, ici. Alors d'abord, on a la possibilité de caler les zones à la grille ou librement. Ceci est dépendant du réglage de division temporelle. Autoscroll nous permet de figer ou non la fenêtre d'édition. Ainsi, soit la fenêtre suit la lecture par page ou librement, soit la fenêtre est figée afin d'autoriser l'édition pendant la lecture. En bas de la fenêtre d'édition, on trouve un champ pour renommer notre fichier.
Quand la forme d'onde n'est pas active, ce champ permet d'ouvrir le navigateur pour y sélectionner un fichier à placer dans notre piste à l'emplacement de la tête de lecture. Le bouton Reverse nous permet d'inverser la lecture du ou des fichiers sélectionnés. Avec Mute, on rend ce fichier silencieux. Enfin, Warp va recaler le fichier audio au tempo du projet, comme nous l'avons vu dans la vidéo Vinyl Sampling plus Shop plus Programme en 7 minutes, dont vous trouverez le lien en description. Fade in, Fade out permet d'appliquer un fondu en entrée ou en sortie de notre fichier. Level nous permet de gérer le volume du fichier sélectionné. Semi et Fine nous permettent de modifier la tonalité de notre fichier en changeant le pitch. Enfin, BPM sert pour les fonctions de Warp, par exemple. Pareil, je vous renvoie à la vidéo citée par avant. Revenons sur l'écran principal et voyons les différentes options disponibles pour les pistes audio en touchant l'icône crayon sur la bande grise à droite. Avec Delete, on supprime la piste audio. Avec Clear Region, on supprime le contenu mais pas la piste audio. Copy Track fait une copie de la piste audio. Reset Channel Strip permet de remettre les paramètres de la tranche aux valeurs par défaut. Save Channel Strip permet de sauvegarder tous les réglages de la tranche de console, effet compris. Ce tutoriel ne serait pas complet si je passais sous silence une fonction bien utile, disponible sur les pistes MIDI. De quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement de convertir une piste MIDI, une piste batterie dans cet exemple, en piste audio. Pour ça, on va utiliser l'outil crayon de la section Programme de notre piste MIDI source, et dans la fenêtre qui s'est ouverte, on touche Bounce to Audio Track. Ce qui aura pour effet de créer une piste audio qui va contenir notre partie de batterie convertie en audio. Ok les loulous, je pense qu'on a fait le tour pour ce tuto sur l'utilisation des pistes audio dans nos chers MPC. Comme d'hab, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et je vous dis à la revoyure.